Bonjour à tous, je suis Quentin des Frères W et aujourd'hui nous allons nous intéresser au film du jeune cinéaste chinois Bigan. Pour parler de son cinéma, je vais illustrer mes propos avec 4 de ses métrages, 2 courts et 2 longs pour être plus précis. Le premier court-métrage de 20 minutes se nomme The Poet and the Singer, sorti en 2012. Le second court-métrage de 1 minute 30 se nomme Secret Goldfish, sorti en 2016. Le premier long-métrage, quant à lui, de 1h50 se nomme Kylie Blues, sorti en 2015. Et enfin, le second long-métrage de 2h20 se nomme Un grand voyage vers la nuit, sorti en 2019. Mais avant cela, parlons de réalisateur. Bigan, né en juin 89 à Kaili dans la province de Guizhou, ne se destine pas au départ au cinéma. En effet, après avoir fait divers petits boulots, en aidant sa mère dans son salon de coiffure ou en travaillant comme artificier pour dynamiter la roche dans les montagnes au-dessus de chez lui, il s'est inscrit dans une école de communication formant au métier de la télévision sans grande conviction ni ambition. Il séchait pas mal les cours pour aller au cinéma, et c'est en découvrant les films de Andrei Tarkovsky et de Hu Xiaoxian qu'il a eu envie de devenir cinéaste. Il commencera à tourner avec son oncle après qu'il eut décelé en lui une fibre artistique alors qu'il l'avait surpris en train de regarder une copie pirate du film documentaire Peuple migrateur. C'est ainsi que son oncle devint le personnage principal de son court-métrage The Poet and the Singer, où il incarne une petite frappe souhaitant devenir chanteur. S'ensuit alors son premier long-métrage avec Kylie Blues, financé avec $3000 par sa mère et son oncle. Son oncle reprendra encore une fois le rôle principal dans ce film où il incarnera Shen, un poète raté qui s'occupe du fils de son frère, qui part ensuite à sa recherche. Après ça, il réalise aussi son court-métrage Secret Goldfish, qui de par sa forme fait beaucoup penser à son prochain long-métrage Un grand voyage vers la nuit. Après avoir fait très bonne impression avec son premier long-métrage, il put financer son prochain film. Cette fois-ci, le personnage principal recherche la femme qu'il aimait dans sa jeunesse. Au fur et à mesure de ses métrages, le réalisateur révèle une mise en scène en constante évolution. Dans son court-métrage The Poet and the Singer, il enchaîne des longs plans fixes en noir et blanc. Dans son premier long-métrage, sa caméra est devenue mobile, et finit en apothéose avec un plan séquence de 40 minutes. Dans son court-métrage Secret Goldfish, la caméra est en constant mouvement et utilise bien plus la couleur dans sa photographie. Son dernier long-métrage en date, Un grand voyage vers la nuit, est la continuation logique de ce qu'il a commencé à développer avec Kylie Blues, en réutilisant le plan séquence cette fois-ci sur près d'une heure, et sur Secret Goldfish avec le soin porté aux couleurs et à de la photographie. Mais cette fois-ci, il rajoute quelque chose de nouveau, la 3D qui apparaît en cours de son plan séquence de près d'une heure. Ainsi, sa mise en scène devient très vite stylisée malgré sa courte expérience, et embrasse, avec Un grand voyage vers la nuit, un hommage vibrant au film noir en plus de son onérisme omniprésent. Pour appuyer le rapport qui existe entre Un grand voyage vers la nuit et Secret Goldfish, je vais vous montrer dans son entièreté le court-métrage de 1 minute 30 et des extraits de Un grand voyage vers la nuit. 大就大了，没茶你还好意思？拿去打木狗啊，垃圾！篮球拍。鱼给梦冲凉，没关窗户，研究风。我呀，在写信，寄给杨水，信里提到宇宙称呼它为灰，我们叫地球，还提到风车不能骑，但是四周可以打水漂。你呀，到时别忘了用小小的哭声款待我。让我轻轻地告诉你，天上的星星在等待。垃圾！我扔它了。
Ainsi, on peut noter qu'en plus d'avoir un rapport particulier avec le jeu au travers du ping-pong, la photographie, elle, est très similaire. Et on peut trouver des références dans Un grand voyage vers la nuit, avec une porte ressemblant étrangement à celle vue dans Secret Goldfish. Un autre aspect très intéressant à noter, c'est que tous ces métrages sont mis en scène dans Kaili et ses provinces. Ainsi, le cinéaste, visiblement fasciné par cette ville en changement perpétuel, cherche toujours les lieux les plus isolés pour poser sa caméra. Mais pour vous décrire Kaili, quoi de mieux que le cinéaste lui-même au travers de Yang Yang dans Kaili Blues. 开立东界台江内山两县，南抵马江丹寨两县，西部富泉县，北接黄平县，地理位置在东经1074058至108129，东西最长跨度51.76公里，南北最长度44.3公里。开立的西北部、西南部、东南部地势高，中部、东北部地势较低。 Le cinéaste, se désolant petit à petit de la modernisation de la ville, se voit toujours filmer au plus loin dans les provinces désolées, ce qui donnera naissance à Un grand voyage vers la nuit, qui au travers de sa caméra déambulant dans les provinces de Kaili, nous expose alors ces lieux désolés empreints d'un onirisme certain avec ses bâtiments abandonnés et ses rues désertes. Le cœur de son cinéma se trouve au sein de cette ville, qu'il veut montrer sous sa forme la plus onirique possible, en nous mettant à chaque fois les lieux qui se sont récemment modernisés, car si pour lui Pékin est trop viril, il trouve à Kaili le charme d'une femme mystérieuse. Femme mystérieuse qui se retrouvera au centre des intrigues d'un grand voyage vers la nuit sous les traits de Tang Wei. Le réalisateur montre au passage son amour pour les poèmes et la musique dans chacun de ses métrages. Dans Secret Goldfish, l'entièreté du court-métrage est un poème ponctué, à la fin, par une musique populaire. Dans The Poet and the Singer, il y est fait mention du Sutra de diamant, au travers des éclairs que l'on voit de temps en temps ponctuer le récit en noir et blanc, avec une couleur bleutée. Et d'une stèle proche d'une rivière, stèle sur laquelle le personnage principal, voulant devenir chanteur, nous chante une chanson. 痛苦的人，痛苦的人，痛苦的人，痛苦的，痛苦的，痛苦的啊！爱或者不爱，我已经无法分辨。 Dans Kaili Blues, notre personnage principal ne cesse de raconter des poèmes qu'il a écrits durant tout le récit, et se met alors lui aussi à chanter pour une femme, cette fois-ci. Dans Un grand voyage vers la nuit, les poèmes sont plus ou moins absents. Je dis plus ou moins, car la voix off qui nous suit durant le film a un lyrisme très prononcé. Quant à la musique, elle est encore plus présente que dans ses précédents métrages. Car cette fois-ci, le film a en plus des musiques hypnotiques qui accompagnent le récit durant toute sa durée. En plus de ces musiques en fond, nous avons encore l'apparition de Long du réalisateur qui chante une musique populaire.
et c'est loin d'être le seul moment où la musique populaire intervient dans le récit. Par exemple, une musique populaire japonaise clôture le récit et peut être entendue à plusieurs moments dans le film. Une partie du plan séquence d'1 heure se déroule proche d'un concert que l'on aperçoit furtivement durant les déambulations du personnage principal. Malgré tout ce qu'on a cité dans les éléments qui reviennent de manière récurrente dans son cinéma, nous n'avons pas abordé celui qui me semble le plus important, car il ponctue chacun de ses longs métrages, c'est-à-dire le temps. Son obsession avec le temps peut très vite être signalée par l'omniprésence des montres et leur importance dans les métrages du réalisateur, à l'exception notable de Goldfish Secret. Dans The Poet and the Singer, la montre est désignée furtivement par un homme qui a perdu son fils et qui la revoit sur le poignet du personnage principal de notre récit. Évidemment, jusque-là, la présence des montres et a fortiori du temps n'est que peu présente dans le court-métrage. Mais cette obsession reviendra dans Kylie Blues de manière frontale, tant le temps est au centre du récit. Ici, nous pouvons retrouver des montres dessinées sur le poignet d'un enfant. Dans ce récit où la temporalité est que les réalités s'enchevêtrent sans cesse, même au sein d'un même plan, comme nous pouvons le voir ici. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'on peut observer quelque chose de semblable dans Un grand voyage vers la nuit dès son ouverture où l'on voyage d'une réalité à une autre, dans un seul et même plan.只有看到他，我就晓得，肯定又是在梦里面啊。人一旦晓得自己在做梦，就会像游魂一样，有时候还会飘起来。在梦里面，我总是怀疑我的身体是不是氢气做的。如果是的话，我的记忆肯定就是石头做的啊。Mais retournons dans Kylie Blues. Le film va capturer le temps de plusieurs manières, de par sa mise en scène. Mais quel est le meilleur moyen de capturer le temps et de le faire ressentir au spectateur ? Le plan séquence. Car le plan séquence ne peut truquer le temps, on suit forcément les événements sans interruption. Et nous pouvons alors observer l'écoulement du temps normalement, alors qu'auparavant le réalisateur se servait du montage pour nous perdre dans les différentes temporalités du récit. Le film est alors ponctué par 40 minutes de plan séquence où nous suivons nos différents protagonistes déambuler dans la ville. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le plan séquence démarre lorsque le présent rencontre le futur, c'est-à-dire au moment où le personnage principal rencontre le fils de son frère, mais cette fois-ci âgé d'une dizaine d'années plus tard. Ainsi, le plan séquence que nous suivons possède alors deux temporalités différentes en son sein. Encore une fois, le temps est particulier, même dans un plan séquence où la seule chose dont on est sûr est son écoulement. Ainsi, le film devient paradoxal, tant dans les temporalités montrées que par sa mise en scène. Car oui, le réalisateur fait combiner dans son film deux mises en scène bien différentes et très opposées. Dans la première partie par exemple, la mise en scène est très posée, les plans bougent lentement et sont souvent presque fixes. Quand la séquence démarre, la caméra devient mobile et suit nos personnages et prend des chemins escarpés, et s'éloigne alors des personnages pour nous montrer des ruelles différentes avant de les rejoindre. L'image tremble et devient alors plus documentaire, malgré le lyrisme certain du plan séquence. Le film finit alors par se clore sur une montre dessinée sur un train qui remonte le temps, faisant alors écho à cet enfant dessinant une montre sur son poignet, et au train voyageant à l'envers que l'on a pu observer quand le récit a mélangé plusieurs strates de la réalité en un seul plan. Dans Un grand voyage vers la nuit, le temps est lui aussi pour eux. Le temps est étrange et la réalité aussi.
Là aussi, le réalisateur va capturer le temps de deux manières différentes très semblables à son approche dans Kylie Blues. Encore une fois, la première partie du récit est un étrange enchevêtrement de différents passages du temps. Mais cette fois-ci, il est plus simple de distinguer le passé du présent que dans son précédent métrage, car la quête du personnage principal est très claire dès le départ du film. Là encore, les montres sont omniprésentes. Un pendule accroché au mur à différents moments du récit, une montre, volée puis offerte, montre qui par ailleurs est figée. Encore une fois, le temps est le centre du récit. Mais au temps vient s'ajouter une autre strate de la réalité, les rêves. Pour montrer le passage de la réalité au rêve, le réalisateur se lance dans un long plan séquence de près d'1 heure. Malgré le fait que le plan séquence nous montre un écoulement du temps normal, le rêve, lui, permet de faire rencontrer encore une fois différentes figures au présent au passé de notre protagoniste. Ainsi, il entre dans une mine au début de celui-ci. Mine qui accueille le cadavre du chat, un vieil ami du protagoniste. Dans cette mine, il rencontre un enfant. Et ici, je doute un peu sur qui est cet enfant. Soit il s'agit du chat quand il était plus jeune, ce qui serait cohérent avec le surnom que lui donne son protagoniste, ou alors est-ce qu'il représente l'enfant avorté qu'il n'a jamais eu. Là encore, c'est très flou. Chaque personnage alors vu dans ce rêve semble être la réminiscence de plusieurs personnages. On revoit par exemple la mère du chat sous des traits différents et portant des cheveux rouges, couleur de cheveux qu'il associe auparavant dans le récit comme étant ceux que sa mère aurait pu choisir si elle se serait teint les cheveux. Pour continuer sur le temps, après que notre protagoniste offre une montre symbolisant l'éternité à l'être aimé, elle lui offre alors une bougie symbolisant l'éphémère. Voici le rapport particulier qu'entretient le réalisateur avec le temps, montré simplement. 送给你。哪有随便送人表的？怎么不可以？表是代表永远的意思。这个破。送给你。怎么会随便送烟花呢？再不可以。烟花是短暂的意思。我们不就是短暂的吗？ Aussi, il est bon de savoir que l'endroit par lequel il est entré dans le rêve est jumelé avec un tunnel. Tunnel par lequel il rencontre pour la première fois la femme mystérieuse qui le hante et qui le recherche. Ainsi, le lieu possède plusieurs significations. C'est ici que son idylle commence, et c'est là que son rêve se réfugie pour retrouver la femme perdue. Il se dégage alors une certaine naïveté dans ce récit, le réalisateur décrivant lui-même sa vision comme celle d'un enfant. L'histoire d'amour qu'il raconte au travers du passé devient purement naïve et onirique. Le réalisateur Bigan est en train de devenir, avec Kylie Blues et Un grand voyage vers la nuit, un auteur considéré comme majeur parmi les jeunes générations de cinéastes chinois. Son style, ainsi que les idées de mise en scène qu'il ne cesse de développer au fur et à mesure de ses œuvres, font de lui un réalisateur qui est très intéressant à suivre et dont j'attends avec impatience les prochains films. Car Un grand voyage vers la nuit, en plus d'être le plus grand succès d'un film d'auteur chinois, est aussi un des longs métrages m'ayant le plus marqué durant la décennie. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse ici avec la musique concluant Un grand voyage vers la nuit.
らかけて